Le pré infini. Autour de la maison de Monsieur Palomar, il y a un pré. Mais ce n'est pas là un endroit où il devrait naturellement y avoir un pré. Le pré est donc un objet artificiel composé d'objets naturels, c'est-à-dire d'herbes. Ce pré a pour fin de représenter la nature et cette représentation-là s'est faite en remplaçant la nature propre du lieu par une nature naturelle en elle-même, mais artificielle par rapport au lieu. En somme, ça coûte cher. Le pré demande sans cesse des dépenses et de la fatigue pour le semer, l'arroser, y mettre de l'engrais, le débarrasser des insectes, le faucher. Le pré est constitué de dicondres, de petites ivraies et de trèfles. C'est un mélange qui a été répandu en parts égales sur le terrain au moment des semailles. La dicondre, naine et rampante, l'a vite emporté. Son tapis de petites feuilles rondes et souples s'étale, agréable aux pieds et au regard. Mais l'épaisseur du pré se doit aux lances effilées de la petite ivraie, si elles ne sont pas trop clairsemées et si on ne les laisse pas pousser sans les couper un peu. Le trèfle pousse irrégulièrement, une ou deux touffes par-ci, là rien, un océan là-bas. Il pousse luxuriant jusqu'à ce qu'il s'affaisse parce que l'hélice de la feuille pèse au sommet de la tendre tige et la courbe. La tondeuse procède à la découpe avec une trépidation assourdissante. Une douce odeur de foin frais rend l'air grisant. L'herbe égalisée retrouve son enfance hirsute, mais la morsure des lames dévoile une discontinuité, des clairières pelées, des taches jaunes. Le pré, pour avoir un bel aspect, doit être une étendue verte uniforme, résultat non naturel auquel parviennent naturellement les prés voulus par la nature. Ici, en observant chacun des morceaux, on découvre l'endroit où le jet d'irrigation du tourniquet n'arrive pas, ainsi que l'endroit où, au contraire, l'eau pleuvant d'un jet continu fait pourrir les racines, l'endroit enfin où les mauvaises herbes profitent de l'arrosage approprié. Monsieur Palomar, accroupi sur le pré, est en train d'arracher les mauvaises herbes. Une dent de lion adhère au terrain avec son socle de feuilles dentées en superposition de rues. Si l'on tire sur la tige, celle-ci reste dans la main tandis que les racines demeurent enfoncées dans le terrain. D'un mouvement ondoyant de la main, il faut s'emparer de toute la plante et désenfiler délicatement les barbes de la terre, parfois en tirant sur des petites mottes de terre et de chétifs brins d'herbe du pré à moitié étouffés par leurs voisins envahissants. Puis jeter l'intrus en un lieu où il ne puisse refaire des racines ou répandre sa graine. Quand on commence à déraciner un chien-dent, on en voit aussitôt pousser un autre, un peu plus loin, et un autre encore. En peu de temps, un coin tapissé de gazon qui semblait ne demander que quelques retouches se révèle être une jungle sans loi. Il ne reste que les mauvaises herbes ? C'est bien pis encore. Les mauvaises herbes sont entremêlées aux bonnes de manière si drue qu'on ne peut pas enfoncer les mains au milieu et tirer. On dirait qu'une entente complice s'est créée entre les herbes de semis et les sauvages, un relâchement des barrières imposées par les disparités de naissance, une tolérance résignée à la dégradation. Certaines herbes sauvages n'ont point en elles-mêmes un air maléfique ou insidieux. Pourquoi ne pas les admettre au nombre de celles qui appartiennent de plein droit au pré et les intégrer à la communauté des herbes cultivées ? C'est le chemin qui mène à quitter le pré à l'anglaise et à se replier sur le pré rustique, abandonné à lui-même. Tôt ou tard, il faudra bien se décider à ce choix, pense M. Palomar, mais il aurait l'impression de céder sur une affaire d'honneur. Une chicorée, une bourrache bondissent dans son champ visuel. Il les déracine. Certes, le fait d'arracher une mauvaise herbe par-ci, une autre par-là, ne résout rien. Il faudrait procéder ainsi, pense-t-il. Prendre un carré de pré, 1 mètre sur 1 mètre, et le nettoyer de la présence la plus minuscule autre que celle du trèfle, de la petite ivraie ou de la dicondre. Passer ensuite à un autre carré. Ou bien non, s'arrêter sur un carré échantillon. Compter combien il y a là de brins d'herbe, de quelles espèces, leur densité et leur distribution.
Sur la base de ce calcul, on arrivera à une connaissance statistique du pré, laquelle établit. Mais il est inutile de compter sur les brins d'herbe, on n'arrivera jamais à en savoir le nombre. Un pré n'a pas de limite nette. Il y a un bord où l'herbe cesse de pousser, mais quelques brins éparses poussent encore plus loin. Puis on trouve une motte verte touffue, puis une bande plus clairsemée. Font-ils encore partie du pré ou pas ? Ailleurs, le sous-bois pénètre dans le pré, on ne peut pas dire ce qui est pré ou ce qui est buisson. Et même là où il n'y a que de l'herbe, on ne sait jamais à quel point on peut s'arrêter de compter. Entre chaque petite plante, il y a toujours une pousse de feuilles qui affleure à peine de terre et a comme racine un poil blanc que l'on ne voit presque pas. Voilà un instant, on aurait pu la négliger, mais dans peu de temps il faudra la compter aussi. Entre-temps, ces deux brins, qui semblaient tout à l'heure encore à peine un peu jaunis, voilà qu'ils se sont définitivement fanés, et il faudrait les ôter du compte. Puis il y a les fractions de brins d'herbe, tronqués à moitié, ou coupés au ras du sol, ou lacérés le long des nervures. Les trèfles qui ont perdu un lobe, les décimales additionnées ne font pas un nombre entier, elles restent une petite dévastation herbacée encore vivante en partie déjà embouillie, aliment d'une plante, humus. Le pré est un ensemble d'herbes, c'est ainsi qu'il faut poser le problème, qui inclut un sous-ensemble d'herbes cultivées et un sous-ensemble d'herbes sauvages dites mauvaises herbes. Une intersection des deux sous-ensembles est constituée par les herbes nées spontanément, mais appartenant aux espèces cultivées et que l'on ne peut donc pas distinguer de celles-ci. Ces deux sous-ensembles, à leur tour, incluent les diverses espèces, chacune desquelles est un sous-ensemble, ou pour mieux dire, est un ensemble qui inclut le sous-ensemble de ses propres éléments qui appartiennent aussi au pré et le sous-ensemble de ceux qui sont extérieurs au pré. Le vent souffle, les graines et le pollen volent, les relations entre les ensembles sont bouleversées. Les pensées de Palomar suivent déjà un autre cours. Est-ce le pré que nous voyons ou bien voyons-nous une herbe plus une herbe plus une herbe ? Ce que nous appelons voir le pré est simplement un effet de nos sens approximatifs et grossiers. Un ensemble existe seulement en tant qu'il est formé d'éléments distincts. Ce n'est pas la peine de les compter, le nombre importe peu. Ce qui importe, c'est de saisir en un seul coup d'œil, une à une, les petites plantes, individuellement, dans leurs particularités et leurs différences. Et non seulement de les voir, de les penser. Au lieu de penser pré, pensez cette tige avec deux feuilles de trèfle, cette feuille lancéolée un peu voûtée, ce corymbe si mince. Palomar est devenu distrait. Il n'arrache plus les mauvaises herbes, il ne songe plus au pré, il pense à l'univers. Il essaie d'appliquer à l'univers tout ce qu'il a pensé du pré. L'univers comme cosmos régulier et ordonné, ou comme prolifération chaotique. L'univers fini, peut-être, mais innombrable, aux limites instables, qui ouvre en lui d'autres univers. L'univers, ensemble de corps célestes, nébuleuses, poussière, champs de force, intersection de champs, ensemble d'ensemble.